Salut Clément, Salut Pierre. merci d'avoir accepté mon invitation. Clément, tu es le Ouais. porte-parole des politiques climat pour Greenpeace. On te connaît bien maintenant dans la midinale, on t'invite souvent parce que tu nous aides à mieux décrypter et tu nous éclaires aussi sur les questions écologiques qui se posent dans le débat public. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec toi sur le One Planet Summit qui était organisé hier par la France, une initiative française pour mobiliser les pays du monde sur les enjeux de biodiversité. Tu m'as rappelé que c'était un dispositif qui existait depuis 2017 ou 2018, je crois. On va y revenir, mais d'abord, ce jeudi, donc après-demain, aura lieu la première audience dans l'affaire du siècle, dans laquelle Greenpeace et trois autres ONG, rejoints par plus de 2 millions de pétitionnaires, attaquent l'État pour inaction climatique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès? Alors effectivement, un jeudi, il y a une audience importante dans le cadre de l'affaire du siècle, qui est un recours administratif pour dénoncer les carences fautives de l'État en matière de lutte contre le changement climatique. Il s'appuie sur trois motifs. Le premier, c'est que l'État français ne respecte pas ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le second, c'est que ces objectifs ont été affaiblis par Emmanuel Macron au cours de son quinquennat, à contre-courant de ce que requiert d'ailleurs l'accord de Paris et les décisions qui ont été prises à la COP 21. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui assez de politiques publiques qui sont provisionnées pour apporter la démonstration que les objectifs sur la table seront atteints par l'État français. Donc effectivement, il y a une audience importante ce jeudi. Ce qu'on peut attendre, c'est que l'État reconnaisse que le tribunal administratif reconnaisse que l'État a méconnu ses obligations de lutte contre le changement climatique et, ce faisant, a commis une faute qui engage sa responsabilité. Et donc que le tribunal reconnaisse, que la justice, par construction, reconnaisse que l'État français a une obligation générale de lutte contre le changement climatique pour assurer la continuité des droits fondamentaux de l'être humain. Et donc, on peut attendre qu'il prononce une injonction à agir auprès de l'État français, qu'il prenne les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Tu parles Et de donc, l'État, tu parles de l'État, mais est-ce qu'il s'agit bien de responsabilité collective ou est-ce que c'est les responsables politiques, nommément les membres du gouvernement, qui pourraient être mis en cause dans ce procès? Non, c'est une précision importante. C'est vraiment l'État en tant que tel qui est visé. Hmm. Voilà. Et après, ça engage évidemment, par dérivation, la responsabilité du gouvernement actuel et du chef d'État, hein, par définition, qui est aujourd'hui Emmanuel Macron. Ce sera important parce que ça signifierait que la justice s'aligne enfin sur le consensus scientifique. Ce sera le lancement d'une forme de justice climatique en France et c'est une jurisprudence qui permettrait d'ouvrir ensuite la possibilité aux particuliers, aux citoyens, de contester les décisions publiques de ce gouvernement précisément. Alors, vous n'êtes pas les seuls justement à dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. En novembre dernier, le Conseil d'État avait dit que le gouvernement avait 3 mois pour prouver qu'il respectait les engagements qu'il avait pris en matière climatique, notamment dans le cadre de la COP. L'échéance est proche pour rendre sa copie. Est-ce que tu penses que le gouvernement a des éléments de réponse? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels le gouvernement a fait des progrès, des points qui sont encourageants justement dans les avancées dans la défense, en tout cas dans l'action climatique, ou est-ce que rien n'a été fait? Alors effectivement, le Conseil d'État a donné 3 mois à l'État pour justifier de sa politique climatique. C'est dans le cadre d'un recours qui est engagé par la ville de Grande-Synthe, hein, qui est menacée notamment par de submersion par la montée des eaux, dans lequel Greenpeace est éco-requérant. Voilà, le tribunal administratif a quelque part reconnu qu'il y avait un doute, hein, majeur sur la réalité de la politique climatique en France. Donc, je rappelle juste que la Commission européenne estime, hein, au vu des feuilles de route qui ont été transmises à Bruxelles, que la France risque de rater de 11 points ses objectifs climatiques en 2030 et qu'il y a l'ADEME, il me semble, par exemple, disait récemment que 30% des baisses d'émissions prévues n'étaient couvertes par aucune politique publique concrète. Donc, on était fondamentalement dans l'incantation. Et l'administration elle-même reconnaît, quand elle transmet ses feuilles de route, qu'il manque des mesures additionnelles pour atteindre les objectifs qui sont spécifiés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le compte n'y est toujours pas. On avait cette nouvelle loi climat qui était censée répondre à l'objectif de moins 40% en 2030. Alors déjà, c'est un objectif qui est obsolète puisque le Conseil européen, donc le Conseil des chefs d'État européens, a acté en décembre d'une baisse d'au moins 55% en 2030.
C'était le mandat, les 40% qui avaient été donnés aux conventionnels, aux citoyens tirés au sort pour dresser cette nouvelle feuille de route. Malheureusement, toutes les mesures structurantes ont été abandonnées ou édulcorées. On pourrait parler de l'interdiction des publicités pour les produits polluants. On pourrait parler des éco-conditionnalités, c'est-à-dire le fait de conditionner le versement de milliards d'aides publiques aux multinationales à des objectifs contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est la réduction du trafic aérien, c'est l'obligation de rénovation globale des logements à partir de 2024. C'est la taxation des engrais azotés ou l'option végétarienne dans les cantines obligatoire d'un point de vue quotidien. Voilà, toutes ces choses ont été enterrées par le gouvernement. Donc aujourd'hui, il reste un projet de loi qui est proprement cadavérique. On s'aperçoit que les jokers qui étaient présentés par Emmanuel Macron comme étant l'exception sont devenus la règle. Donc voilà, on a de bonnes chances aujourd'hui, de bonnes raisons en tout cas de croire que le tribunal administratif va condamner l'État dans sa gestion de la crise climatique. On se souvient du président Macron au début de son quinquennat avec son Make Our Planet Great Again. On se souvient, il y a peu de temps encore aussi, notamment dans le cadre des plans de relance à l'échelle européenne, dire que la question climatique, de la transition énergétique allait être importante, avec je crois 30 milliards d'euros sur la table sur ces questions-là. Hier, le président de la République, la France, accueillait en tout cas, organisé le One Planet Summit sur les enjeux de biodiversité. D'abord, c'est quoi les enjeux autour de la biodiversité? Qu'est-ce qui se discute? Qu'est-ce qui se joue autour de la question de la biodiversité? Alors, il y a une 6e extinction de masse quand on parle de biodiversité, c'est-à-dire qu'on a une disparition des espèces vivantes en fait, qui s'accélère et qui est 100 fois plus importante que lors des 5 précédentes extinctions de masse. On a perdu à peu près 70 à 80% des mammifères, des vertébrés sur ces 40 dernières années. On estime qu'il y a à peu près 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui soit portées disparues, soit en passe de l'être. En France, il y a un quart des espèces qui sont en danger ou qui ont d'ores et déjà disparu. Là, à peu près 75% des espaces terrestres sont dégradés aujourd'hui, c'est-à-dire marqués par l'activité humaine. 65% à peu près en ce qui concerne les territoires maritimes. Et quand on fait le compte, aujourd'hui, on s'aperçoit que 95% de la masse vivante qui existe encore sur la planète est constituée par l'être humain ou par des animaux qui sont domestiqués à son usage, c'est-à-dire qu'il reste 5% à peu près de faune sauvage. Donc le constat est alarmant. Les causes de cette destruction du vivant, elles sont connues. C'est la déforestation, c'est l'agriculture industrielle, ce sont les multiples pollutions que fait subir notre modèle industriel aux écosystèmes, c'est le changement climatique, le réchauffement climatique lui-même, c'est la surpêche, c'est un prélèvement trop important des espèces naturelles, c'est la destruction de leurs habitats. Voilà. Tout ça, c'est bien connu. Et donc, c'est sur ces leviers-là qu'il faut agir aujourd'hui. Alors justement, quand on entend Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il a pris la mesure de tout ce que tu viens de nous raconter, puisqu'il dit même hier vouloir favoriser l'agroécologie, il veut mobiliser des nouveaux financements, améliorer la lutte contre la déforestation. Quand on voit tous les dispositifs, la COP, hier, le One Planet Summit, à quoi ça sert? Est-ce que c'est du blabla, comme le dit Greta Thunberg, ou est-ce que ça fait quand même un peu avancer le public, au moins peut-être dans l'opinion, de voir qu'il y a une mobilisation internationale sur ces enjeux-là? Alors effectivement, les One Planet Summit, c'est essentiellement une opération de communication, c'est une sorte de diplomatie parallèle à la gloire d'Emmanuel Macron et des multinationales. C'est-à-dire que c'est un peu l'affichage de la collusion incestueuse et toxique pour l'environnement des États et des multinationales. Concrètement, les One Planet Summit, ça existe depuis donc 2017, comme tu l'as dit. Il y en a eu 4 au gré d'un calendrier qui est parfaitement aléatoire et qui est conduit au gré des opportunités politiques ou des besoins politiques identifiés par Emmanuel Macron. Sur le plan pratique, il s'agit essentiellement d'un défilé assommant de contritions hypocrites, de diagnostics radotés, de formules creuses, de concepts éculés, d'initiatives mal recyclées pour le coup, de promesses vaines ou de questions rhétoriques qui visent à faire semblant
que faire semblant de croire que les solutions aux problèmes ne sont pas connues, alors que c'est la volonté politique qui fait essentiellement défaut. Et là, en l'occurrence, avec ce One Planet Summit consacré à la biodiversité, c'était aussi un moyen pour Emmanuel Macron d'éclipser un petit peu la question climatique. Pourquoi ? Parce qu'il est en difficulté sur ce terrain, notamment avec l'échec cuisant de la Convention citoyenne pour le climat. Donc voilà. Concrètement, les One Planet Summit, ils cherchent à susciter et à valoriser les engagements de coalitions multi-acteurs, c'est-à-dire composées d'États, d'institutions internationales et surtout de multinationales. Mais ça pose plusieurs problèmes en réalité. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune lisibilité, il n'y a aucune clarté dans les engagements qui sont pris par ces différentes coalitions. Ils ne sont pas fongibles les uns avec les autres et on ne vérifie pas qu'ils soient compatibles avec les grands textes internationaux qui régissent déjà, qui sont censés régir en tout cas l'action des États. Donc c'est la Convention pour la diversité biologique, les objectifs de développement durable qui ont été contractés il y a plus de 10 ans et aucun n'a été atteint à ce jour, ou encore l'accord de Paris. Le deuxième problème, c'est un problème de transparence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment concrètement sont gouvernées ces coalitions. Il n'y a pas de suivi. On ne sait pas quels sont leurs résultats et on ne sait pas quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre très concrètement pour parvenir aux objectifs affichés. Aujourd'hui, il y a 70% de ces coalitions qui ne communiquent pas ni sur les leviers qu'ils utilisent, ni sur l'atteinte de leurs objectifs, sur leurs impacts concrets sur le terrain. Et donc finalement, il y a un problème de redevabilité, c'est-à-dire que ces coalitions multi-acteurs, elles ne rendent de compte à strictement personne, personne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un forum diplomatique qui est extrêmement faible, qui est éphémère, c'est-à-dire qui n'a aucune base légale et qui vraisemblablement disparaîtra avec Emmanuel Macron. C'est un forum qui est situé en dehors du droit international, organisé et pratiqué au sein des espaces onusiens. Donc c'est quelque part une tentative pour détourner et tronquer, ce faisant, le multilatéralisme. Il y a un parallèle à faire avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. C'était une idée, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais son problème, c'était qu'elle n'avait aucune garantie, aucune base juridique dans le système de la Ve République, et donc aucune garantie que ces propositions soient effectivement reprises sans filtre par Emmanuel Macron. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas. Donc, juste, je termine. Ça pose trois risques. Le premier risque, c'est un risque de dispersion de l'action environnementale et de l'action diplomatique de la France. Le deuxième, c'est un risque de diversion par rapport aux espaces onusiens qui sont déjà très affaiblis par le manque d'implication des chefs d'État, à commencer par Emmanuel Macron, qui est toujours disponible pour parader dans les One Planet Summit, mais qui a déserté ces dernières années les COP, alors que dans les COP, la responsabilité de l'État français est directement engagée. Et enfin, il y a un risque de confusion idéologique qui se traduit par deux choses. La première, c'est de conférer un statut symbolique et politique extrêmement élevé aux multinationales, de considérer qu'ils sont les interlocuteurs diplomatiques légitimes des États, et l'autre, de faire croire au public que ce sont les engagements volontaires des multinationales qui régleront le problème de la crise environnementale, alors que ça fait 30 ans qu'on s'appuie sur ce modèle. Et la crise environnementale n'a jamais été aussi grave et ne s'est jamais autant accentuée que ces dernières années. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que ces multinationales, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant la première vague de l'épidémie? Elles ont opéré un lobbying intense auprès du ministère de l'Environnement, de l'Écologie en France ou de la Commission européenne pour suspendre le travail législatif de régulation environnementale qui était en cours. Elles ont obtenu des milliards dans les plans de sauvetage sans la moindre contrepartie environnementale. Elles ont obtenu un plan de relance dans le projet de loi de finances 2021 parfaitement à leur botte et à leurs mains. Et Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, applaudissait très largement ce qui avait été ficelé par l'État dans ce cadre-là. Et là, ils ont ensuite détricoté complètement effectivement les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Et là, ils viennent même d'obtenir l'enterrement des nouveaux délits environnementaux qui avaient été annoncés en grande pompe par Barbara Pompili et Éric Dupond-Moretti il y a quelques semaines, censément en guise de
suite apportée au crime d'écocide réclamé par la Convention citoyenne pour le climat. Donc voilà, c'est très paradoxal tout ça. Et ça discrédite quelque part les velléités diplomatiques d'Emmanuel Macron sur ce terrain. La perspective du retour des États-Unis dans les accords de Paris avec l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche, ça peut changer la donne ou ça reste de l'ordre du symbolique? C'est un signal important, effectivement. Les États-Unis, c'est quand même le deuxième plus gros pollueur de la planète derrière la Chine. Donc, c'est compliqué de concevoir un multilatéralisme climatique sans la présence des États-Unis à la table des négociations. Après, est-ce que Joe Biden épouse une matrice politique qui est compatible aujourd'hui avec la lutte contre le changement climatique et qui implique une rupture quelque part avec le pouvoir prédominant des multinationales et du marché, et avec l'ordre marchand, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir réguler les activités économiques et réguler l'appareil productif. Est-ce que Joe Biden est prêt à faire ça? La question reste en suspens et pour l'instant, on a quelques réserves. En tout cas, l'éviction de Donald Trump et le fait que Joe Biden soit prêt à jouer, à investir du capital politique dans cette diplomatie climatique, c'est évidemment un signe positif. C'est quoi les décisions qu'il faudrait prendre là, maintenant, tout de suite pour réellement changer la donne? Tout le monde en ce moment n'a que le mot local à la bouche. Il faut tout localiser. Ça doit passer par ça, justement, une nouvelle politique, enfin en tout cas une politique qui agit en faveur de l'environnement. Disons qu'il faut rompre très concrètement avec la prédominance de la logique marchande vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la matière qui constitue la nature. Et ça commence par exemple par arrêter de considérer que l'atmosphère est une gigantesque poubelle. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité très claire de s'en prendre à l'activité des multinationales pour la réguler, pour leur assigner, pour décliner les objectifs des États à l'échelle des multinationales, c'est-à-dire à l'échelle de l'appareil productif. Aujourd'hui, la question, fondamentalement, elle passe par la question du partage de l'effort. Donc, le partage de l'effort entre les producteurs et les consommateurs. Il faut arrêter de plébisciter sans cesse les éco-gestes tout en dérégulant à tour de bras l'activité économique des multinationales. La question de la publicité, c'est intéressant, par exemple. On a un gouvernement qui ne cesse de répéter aux citoyens qu'ils doivent prendre garde et faire attention à leur empreinte carbone individuelle. Et par ailleurs, il laisse les industriels dépenser des milliards chaque année, c'est pour 5 milliards pour l'industrie automobile, pour les convaincre, pour les persuader précisément du contraire, et la puissance publique qui verse des milliards d'argent public sans éco-conditionnalité, etc., etc. Donc les multinationales sont une sorte de vaches sacrées qu'on laisse en dehors de l'effort à fournir, l'effort de sobriété climatique à fournir. La deuxième question sur le partage de l'effort, c'est le partage de l'effort entre les ménages les plus modestes et les ménages les plus aisés. On sait par exemple, quand on calcule l'empreinte carbone du capital, on sait que les 1% de ménages les plus riches polluent 66 fois plus en raison de leur patrimoine financier que les 10% les plus pauvres. C'est pour ça que Greenpeace, par exemple, a proposé l'instauration d'un ISF climatique qui soit pondéré en fonction de l'empreinte carbone des actifs, des avoirs détenus par les ménages. C'est une proposition qui a été discutée dans le plan de finances, dans la loi de finances 2021, qui a reçu l'assentiment d'une diversité de groupes politiques au sein de l'hémicycle d'ailleurs, et qui a été retoqué par le gouvernement. Voilà, donc c'est cette question du partage de l'effort qui est aujourd'hui centrale, partage de l'effort de sobriété d'une part et effort de solidarité d'autre part. J'ai une dernière question, Clément. On est en pleine crise sanitaire, mais ça n'est pas qu'une crise sanitaire. Vous avez le sentiment à Greenpeace que cette crise va renforcer le sentiment, ou en tout cas l'extrême nécessité d'une action systémique, c'est-à-dire qui intègre l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un problème de climat, il n'y a pas qu'un problème de santé, tout est lié, le climat et la santé. La question des pandémies est aussi liée alors je vais le dire vite, mais à la déforestation, en tout cas au mouvement qui évolue aujourd'hui dans le monde. Tu as ce sentiment-là aujourd'hui qu'il peut y avoir au moins une prise de conscience après cette crise sanitaire que tout est lié, environnement, santé, inégalité? Ce qui a été intéressant avec cette crise, qui est un fléau, je pense à quand même tous les gens qui ont été jetés dans la pauvreté, à tous les gens qui sont décédés
de cette pandémie. Donc, on ne va évidemment pas se réjouir de cette crise. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a suspendu un certain nombre de dogmes politiques, et notamment la doxa économique néolibérale, au moins pour quelques mois, et qu'on a pu établir effectivement un lien de causalité intéressant, qui est celui de la destruction des habitats naturels avec la prolifération des pandémies, notamment celle de la Covid-19. Et c'était ce qui était quelque part à l'agenda de ce One Planet Summit. Voilà. Bon, voilà. Par contre, c'est intéressant de faire le One Planet Summit, mais ça a montré à quel point il était important effectivement d'agir sur la préservation de la biodiversité. Mais en parallèle, on a un gouvernement qui réintroduit les néonicotinoïdes, qui refuse de taxer les engrais azotés, qui ne tient pas sa promesse sur le glyphosate, qui détourne complètement la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de mettre un terme à l'artificialisation des terres. On a un pays qui refuse d'appliquer sa stratégie nationale contre la déforestation importée, qui applique très mal le règlement européen contre le bois illégal, qui refuse de changer de modèle industriel, lequel repose massivement sur les importations de soja pour l'alimentation animale, lesquelles importations sont à la source de la déforestation record qui frappe aujourd'hui l'Amazonie. Voilà, donc il y a une contradiction qui reste majeure entre l'action du gouvernement et les paroles. On a Emmanuel Macron qui, par ailleurs, nous promettait que le jour d'après serait différent du jour d'avant. En réalité, il n'en est rien, puisqu'aujourd'hui, la crise économique, c'est la bonne stratégie du choc, elle sert de prétexte au gouvernement pour repousser, d'une part, toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, et d'autre part, pour endosser l'agenda historique du MEDEF avec la baisse sans contrepartie des impôts de production. Voilà. Par ailleurs, pour revenir à ta question, je pense qu'il y a une conscience populaire qui mûrit, effectivement, qui devient de plus en plus systémique, comme tu disais, et on s'aperçoit de plus en plus, et on a plusieurs sondages qui le montrent, que les fondamentaux du néolibéralisme commencent à être mieux compris et mieux mis en question, mieux interrogés en réalité, au regard de cette crise qui agit comme un bas révélateur aujourd'hui de l'impasse dans laquelle on se trouve. Merci beaucoup Clément, à nouveau pour ton éclairage. Merci à toi, à bientôt. Salut.